Alors, rapidement, on va vous faire un petit état de la question sur les événements traumatiques et les symptômes post-traumatiques chez les personnes jeunes contrevenants. J'aime beaucoup, René-André, comment tu le dis, là. Mais nous, on prend souvent des raccourcis quand on parle, puis on va les appeler jeunes contrevenants aujourd'hui, mais on est tout à fait consciente que ce n'est pas parce qu'on commet un délit que ça qualifie qui on est. Voilà. Alors, l'état de la question, Anne-Marie va donc vous faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on entend par trauma dans nos études, dans nos façons de voir les choses. Je présenterai ensuite quelques résultats de recherche, une illustration à l'aide d'un modèle intégrant trauma et délinquance. Puis Anne-Marie vous présentera donc aussi les résultats de son mémoire de maîtrise qui s'applique très, très bien à la question aujourd'hui. Puis finalement, on terminera par des pistes de solutions. Alors, je laisse la parole à Anne-Marie pour commencer. Merci. Donc, ce qu'on entend par les événements traumatiques, on réfère à des événements qui sont perçus et vécus comme dangereux, puis qui menacent la vie des personnes qui les vivent. Ça peut être des événements qui sont vécus dans l'enfance, donc on pense souvent au mauvais traitement, la négligence, les abus sexuels, par exemple, ou des événements aussi vécus plus récemment, par exemple dans les relations avec les pairs ou dans la communauté, donc parfois aussi vécus dans le contexte de la délinquance, par exemple les agressions armées, les tentatives de meurtre. Donc, c'est des événements qui sont vraiment réels, qui sont survenus ou potentiels, donc que dans une situation donnée, le jeune pouvait avoir peur, par exemple, de mourir. Donc, l'événement devient traumatique à travers la réaction qu'il suscite, c'est-à-dire qu'un événement, on va l'appeler traumatique quand il va engendrer des conséquences importantes pour la personne, donc des conséquences psychologiques, ça va représenter un gros défi psychologique pour la personne, puis ça va avoir des répercussions sur son quotidien, sur son fonctionnement dans la vie de tous les jours. Donc, quand on parle des séquelles associées aux événements traumatiques, on réfère au trouble de stress post-traumatique et on réfère aussi au trauma complexe ou parfois trauma développemental aussi. Donc, une définition un peu plus officielle de ce qu'est le trauma. Donc, c'est une version, les événements de vie adverses provoquent une réaction physique et psychologique extrême que plusieurs personnes ont de la difficulté à surpasser. Donc, ça, c'est la définition là, de l'APA. Donc, le trouble de stress post-traumatique, c'est un trouble diagnostique là, qui apparaît à la suite de l'exposition à un événement traumatique précis. Donc, notamment, l'APA va parler d'exposition à la mort, des blessures graves, de la violence sexuelle, effective ou potentielle. Puis, cet événement-là va engendrer plusieurs symptômes, dont les symptômes, par exemple, intrusifs. Ça c'est associé à des souvenirs pénibles, récurrents, involontaires, envahissants de l'événement. Donc, par exemple, la personne va faire des cauchemars qui vont être associés à l'événement, des flashbacks. Donc, des souvenirs qui vont engendrer de la détresse psychologique là, chez la personne. On a aussi des symptômes d'évitement. Donc, la personne va tenter d'éviter tout ce qui va lui rappeler l'événement qui a été vécu. Donc, par exemple, la personne peut éviter des lieux, des personnes, des activités qui vont lui rappeler là, ce qu'elle a vécu. Des symptômes d'altération, l'activation, la réactivité associée à l'événement traumatique. Donc, par exemple, l'hypervigilance, avoir des réactions de sursaut à différents moments pour des raisons anodines. On parle aussi d'irritabilité, d'agressivité, puis des comportements aussi un peu plus à risque là, dans cette catégorie de symptômes. Puis finalement, des altérations négatives des conditions puis de l'humeur, donc qui vont être associées à l'événement. Donc ici, on parle aussi de l'incapacité à se rappeler de détails des événements, des croyances négatives envers soi, mais aussi envers le monde, des états négatifs émotionnels, négatifs persistants comme la colère, la peur, la honte, puis les sentiments de détachement envers les autres, puis l'incapacité à ressentir des émotions positives. Ce sont des exemples de cette catégorie de symptômes-là. Ces symptômes-là peuvent s'accompagner de dissociation ou pas également. Quand on parle du trauma complexe, on parle d'événements qui sont souvent de nature interpersonnelle, qui donc impliquent souvent un sentiment de trahison. C'est des événements qui sont répétés et prolongés dans le temps, qui vont impliquer un tort direct au moyen de différentes formes d'abus, donc souvent par des personnes responsables de prodiguer des soins, responsables de la protection de la personne, puis qui vont survenir à des périodes développementales qui sont vulnérables ou qui vont ébranler significativement les acquis développementaux de la personne, peu importe son âge. Donc, c'est une perspective un peu plus développementale qui va englober une plus grande variété d'événements qui peuvent mener à des symptômes traumatiques, puis aussi à des séquelles variées. Ces séquelles-là, on peut les regrouper dans 7 grands domaines. Donc, on en a ici les exemples donc, au niveau de l'attachement, de la biologie, de la régulation des émotions, la dissociation. Donc, là, sont tous ici devant vous.
C'est des séquelles qui sont complexes, qui sont tous interreliés ensemble aussi, donc qui vont venir affecter le développement normal là, sur toutes ces dimensions-là. Les événements qui vont être vécus à un jeune âge vont altérer le développement de la personne. Les événements traumatiques et la délinquance ont une influence réciproque, c'est-à-dire que les événements traumatiques subis à un jeune âge vont être un catalyseur au développement de la délinquance parce que justement, ces événements-là vont venir influencer le développement, vont venir altérer le développement de la personne. Puis, l'engagement dans ce style de vie délinquant-là va augmenter le risque aussi d'être exposé à d'autres événements traumatiques. Donc, par exemple, être l'auteur de violences, on peut aussi en être victime, puis on peut aussi en être témoin. Donc, tous ces événements-là peuvent engendrer des séquelles traumatiques chez les jeunes contrevenants. Donc, ça met la table sur ce qu'on considère, nous, quand on va vous parler de trauma, qu'est-ce qu'on considère là-dedans? Ça peut être très large. Donc, nous, c'est vraiment notre façon de le voir. Donc, je vais commencer par vous présenter quelques prévalences. René-André vous disait que je m'intéresse depuis plusieurs années à la santé mentale chez les jeunes contrevenants. Donc là, ici, on voit un peu quels sont les troubles les plus fréquents associés chez des personnes qui sont contrevenantes. Donc, en premier lieu, bien sûr, là, on retrouve le trouble des conduites. C'est un des premiers critères pour avoir un trouble des conduites, c'est de commettre des délits et vice-versa. Donc, bien sûr, là, quand on évalue une panoplie de troubles de santé mentale, le trouble des conduites, il ressort toujours en premier. Mais on remarque quand même que le trouble dépressif majeur concerne beaucoup de jeunes qui sont dans les services, qui reçoivent des services pour jeunes contrevenants. Ça peut atteindre jusqu'au tiers des jeunes contrevenants qui rencontrent les critères diagnostiques d'un trouble dépressif majeur. Si on en évalue, par exemple, aujourd'hui, il y en aurait parfois, selon les études, là, jusqu'au tiers. Le trouble de stress post-traumatique aussi est très prévalent. Donc, dépendant des études aussi, ça peut aller jusqu'au tiers des jeunes qui rapportent au moins certains symptômes du trouble de stress post-traumatique. Je présenterai tantôt des résultats qu'on a au sujet de la clientèle ici au Québec. Là, ça ressemble-tu à ça ou ça ne ressemble pas à ça? Mais n'empêche que ça fait partie des troubles les plus prévalents. On retrouve ensuite les troubles anxieux puis le TDAH dans une proportion d'environ 20 des jeunes là, qui cotent pour au moins des symptômes de troubles anxieux. De stress, d'adaptation, ça peut être de troubles paniques, etc., puis du TDAH. Tout ça, là, c'est des prévalences qui sont plus élevées qu'en population générale. Donc, c'est plus élevé que si on compare avec des jeunes, des adolescents qui n'ont pas commis de délit. Même la psychose et la schizophrénie qui sont peu prévalentes, là, aux alentours de 2-3 % chez les jeunes contrevenants, c'est quand même le double de ce qu'on retrouve dans une population qui n'est pas contrevenante. Donc, on s'aperçoit que les troubles de santé mentale sont très prévalents chez ces jeunes. C'est sûr qu'on ne peut pas savoir si c'est la délinquance qui amène plus de troubles ou si les troubles étaient déjà là, mais peu importe, quand on les a devant nous, ces jeunes-là, ils semblent plus à risque de présenter certains troubles. Au niveau de l'exposition au traumatisme chez les jeunes contrevenants, là, ici, tantôt, je vous ai parlé des troubles de santé mentale, mais on peut être exposé à des traumatismes sans développer nécessairement de troubles de santé mentale, mais ça peut avoir un impact sur l'adaptation en général aussi. Selon les études, là, jusqu'à 95 % des jeunes contrevenants, ils révèlent au moins un événement traumatique au cours de leur vie. Donc ça, c'est quand même beaucoup. Plus on vieillit, plus on a de risques d'avoir vécu au moins un événement traumatique au cours de notre vie. Mais auprès d'une population de jeunes, quand même, mettons qu'on étire là, jusqu'à 25 ans, c'est quand même beaucoup, 95 %. Pour la plupart, chez ces jeunes, c'est entre 3,8 et 7,5 événements traumatiques en moyenne qu'ils révèlent. Donc, ce n'est pas juste en avoir déjà vécu un, mais c'est en avoir vécu plusieurs. Ceux qui disent qu'ils en ont vécu, ils en ont vécu plusieurs et pour la plupart, c'était avant l'âge de 5 ans la première fois. C'était surtout lié à la maltraitance puis à l'exposition à la violence, d'où notre intérêt de s'intéresser à la fois aux traumas liés à la délinquance, aux traumas qui sont comme contemporains, si on veut, mais aussi aux traumas complexes dont vous a parlé Anne-Marie, qui ont plus trait à la maltraitance dans l'enfance, qui produisent un tort direct à des périodes charnières du développement par un donneur de soins. Quand j'ai commencé à m'intéresser, puis avec mon équipe, au trauma chez les jeunes contrevenants, bien,
on avait fait des entrevues qualitatives en plus de remplir des questionnaires avec ces jeunes-là. Puis on s'est aperçu que pourquoi ils ont des traumas? C'est parce que aussi ils s'exposent à des situations qui les amènent à avoir plus de risques de vivre des traumas. L'exemple que je donne toujours, c'est, par exemple, si moi, il y a un policier là, qui a ses gyrophares derrière moi, quand je conduis ma voiture, moi, je vais me ranger sur le côté, je vais être bien stressée. Tu sais, je vais être bien stressée de mal avoir fait quelque chose. Si ma réaction à moi, à la place d'être bien stressée et de me mettre sur le bord de la route, c'est de me dire « Ah, je vais m'enfuir », tu sais. Bien, le « Ah, je vais m'enfuir » va m'exposer à bien plus de risques, hein? De faire un accident, parce que ça tourne mal, ensuite je m'enfuis en courant, de me faire frapper, il y a plein de choses que c'est comme quand on prend des risques, on s'expose plus que si on ne prend pas de risques. Donc, on a mesuré aussi la prise de risque chez les jeunes contrevenants. Donc, on a mesuré la prise de risque liée au délit. Donc, quand je commets un délit, est-ce que j'utilise une arme? Est-ce que j'ai déjà été blessée? Donc, un indice là, que je prends des risques lors de délit. L'introduction par effraction aussi, c'est un risque. La conduite automobile, les comportements sexuels, c'est des éléments qui sont souvent mesurés quand on s'intéresse à la prise de risque chez les gens parce que c'est un peu drôle, là, mais c'est des moyens que plusieurs personnes ont de prendre des risques. Nous avons pour la plupart ces moyens-là, soit de conduire une voiture ou d'avoir des comportements sexuels à risque pour prendre des risques. Donc, c'est pour ça qu'on les évalue. Donc, conduite automobile, là, vous voyez ce qu'on a posé comme question, les comportements sexuels aussi, mais aussi d'autres situations qu'on a ajoutées là, quand on s'est intéressé à ça. Est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un mourir? Est-ce que j'ai déjà été poignardé? Avoir vu quelqu'un être poignardé? Parce que dans nos études antérieures, on s'est aperçu que c'était quand même des choses que les jeunes ils nous relataient souvent. Donc, on a voulu voir qu'est-ce qu'il en était à ce niveau-là. Donc là, je ne passerai pas toutes les petites colonnes, mais petite mise en contexte dans cette étude. On avait 2 groupes de jeunes contrevenants. Là, on avait un groupe qui était associé aux gangs de rue et un groupe qui était non associé aux gangs de rue. Aujourd'hui, on n'ira pas dans le détail là, de qu'est-ce qu'on ressort par rapport à chacun de ces groupes-là, mais quand même, on peut voir ici, il n'y a pas de différence, peu importe les groupes. Là, il n'y avait pas de différence significative au niveau de la conduite automobile à risque. Et si vous regardez les colonnes en gris, bien, c'est pour l'ensemble de notre échantillon là, qui comprenait quand même 210 jeunes contrevenants qui étaient, je dirais, assez à haut risque. Hein, c'était surtout des jeunes qui étaient pris en charge en garde. On avait quelques-uns aussi qui étaient suivis en communauté, là, mais la plupart étaient en garde. Donc, c'était des jeunes quand même qui avaient commis des délits assez sévères. Donc, on voit qu'au niveau de la conduite automobile à risque, moi, mon exemple préféré, mes 2 exemples préférés, c'est la conduite à 160 km/h ou plus, donc qui rejoint quand même 63% des jeunes de l'échantillon. Je vous rappelle qu'ils sont âgés de 18 ans en moyenne. Ils ont moins eu d'occasion, puis plus que la moitié ont déjà conduit à 160 km/h ou plus. Il y en a 27,4% qui ont déjà été pris dans une poursuite policière. Je ne suis pas sûre ici, si on faisait un petit appel là, parmi les gens qui écoutent la conférence, qu'on aurait 27% des gens qui ont déjà été dans une poursuite policière. Tout ça, ça l'expose à risque. J'avais aussi posé une question sur le car surfing, là, qui est de se mettre sur une voiture qui se promène, là, parce que j'avais vu ça dans les nouvelles avant le début de l'enquête. Puis, dans le fond, 12,7% des jeunes nous disent qu'ils ont déjà fait ça. Moi, je pensais que personne dirait qu'ils ont déjà fait ça. Mais oui. Donc, on voit que les jeunes, au niveau de la conduite automobile, là, ils font quand même ils prennent beaucoup de risques. Alors, au niveau des comportements sexuels à risque aussi, donc, plusieurs ont eu une relation sexuelle sans condom ou en étant intoxiqués. Qui était assez surprenant aussi, c'est de voir que 40% des jeunes parmi les 210 ont déjà été responsables d'une grossesse, qu'ils le savent, qu'ils ont été responsables d'une grossesse. Donc, tout ça dit qu'ils prennent beaucoup de risques. C'était plus élevé chez les jeunes associés aux gangs de rue encore. Là. Eux, ils étaient encore plus souvent responsables d'une grossesse. Alors, ça, c'est des prises de risque que nous avons évaluées. On a aussi fait des entrevues qualitatives avec les jeunes pour voir donc quelle autre prise de risque ils prenaient et qu'est-ce qu'ils nous en disaient, eux autres, de leur prise de risque.
Là, je vais vous en relater quelques-unes pour vous montrer à quel point les jeunes ils semblent pris par un désir de s'exposer à des risques pour vivre quelque chose. Il y avait Carl qu'on a rencontré qui nous a raconté que lui, en fait, ce qu'il aimait, c'était de sauter dans le métro, là, puis de courir jusqu'à l'autre station en attendant que le métro, entre les deux rames là, de métro finalement, puis que tout ça, il a découvert ça avec ses amis. Là, il avait été joué au basket, puis tout le monde était bien de bonne humeur. Puis là, il est tombé quelque chose sur les rails. Ils sont allés le chercher, ce qui est tombé sur les rails. Puis là, ils se sont dit, hey, on pourrait courir jusqu'à l'autre place. Mais là, entre Côte-des-Neiges et l'Université de Montréal, c'était comme trop loin. Puis là, ils se sont rendus compte de ça. Ils sont revenus, ils sont embarqués dans le métro jusqu'à Parc, jusqu'à la station de métro Parc, sur la ligne bleue, si vous connaissez. Puis là, ils se sont dit, ça, jusqu'à de Castelnau, c'est court, on va avoir le temps. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils embarquaient dans le métro. Puis là, dès que le métro partait, ils partaient à courir jusqu'à la station de Castelnau, puis ils revenaient sur le quai. Donc, tout ça, ce qu'il nous dit, c'était le fun, ça me procurait de l'adrénaline, puis tout. On voit que c'est des grosses prises de risques qui peuvent mal tourner. Les amis de Chris, là, eux, ce qu'ils faisaient, ils s'achetaient des vieilles voitures puis ils faisaient des accidents par exprès pour voir qu'est-ce que ça faisait. Simon, lui, ce qu'il aime, c'est d'aller faire des graffitis, mais le plus haut possible, sur l'autoroute et tout ça. Fait qu'on voit encore une prise de risque. Au niveau des risques lors de délits, encore une fois, on voit que la plupart ils prennent beaucoup de risques. On a plus que la moitié des jeunes qui ont déjà été blessés lors d'un délit. Donc, tout ça peut amener des conséquences graves, qui peuvent laisser des traces, qui peuvent être des traumas quand on les reçoit dans nos services. Puis, donc là aussi, on a des situations particulières qui ne sont pas nécessairement lors de délits, là, mais que pour la plupart, oui. Donc, 64,6 des jeunes qu'on a rencontrés parmi les 210, ils ont déjà vu quelqu'un se faire poignarder. Donc, on peut s'imaginer à quel point c'est un traumatisme et que ce sont des images qui restent en tête, que ces jeunes-là, ils ont pu avoir peur pour leur propre vie ou la vie de quelqu'un d'autre. C'est des images qui restent en tête. 45,8 ont déjà vu quelqu'un mourir. C'est beaucoup. Puis pour la plupart, quand on explore un peu, ce n'est pas la grand-mère à l'hôpital qui ont vu mourir. Puis il y en a quand même beaucoup qui ont déjà été poignardés aussi. Donc, si on leur a posé une question, là, s'ils ont vécu ou eu à faire face à un événement extrêmement traumatique au cours duquel des personnes sont mortes ou ils ont craint pour leur intégrité physique ou leur propre vie. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont répondu par rapport à ça? Juste oui, non, mettons. On voit que c'est plus du 3/4 des jeunes contrevenants qui nous ont dit qu'ils ont déjà vécu ça. Puis quand on regarde gang de rue, GDR, Isabelle Houle, c'est gang de rue, puis je vous ai dit qu'on ne s'attarderait pas trop à ça aujourd'hui, mais vous pouvez voir quand même que pour l'ensemble de nos résultats, c'est souvent plus élevé pour ces jeunes-là qui ont plus de conduite délinquante et plus sévère. On peut juste le comprendre comme ça. Donc, 95% des jeunes associés aux gangs avaient déjà vécu un trauma. Cette diapo, ce qu'elle nous dit, c'est que en fait, ce n'est pas juste avoir vécu un trauma là, qui va nous importer, mais c'est bien d'avoir des séquelles. Tel qu'Anne-Marie nous l'expliquait au départ, qu'est-ce qui est le trouble de stress post-traumatique? En fait, c'est d'avoir des séquelles suite au trauma qu'on a vécu, des séquelles qui peuvent être à la fois au niveau de l'activation ou au niveau de faire des rêves récurrents, avoir des souvenirs envahissants au niveau des cognitions. Donc, parmi notre échantillon, les turquoises, je cherchais le mot, les turquoises, c'est les jeunes associés aux gangs de rue et les rouges, ce sont les jeunes qui ne sont pas associés aux gangs de rue, mais qui sont contrevenants. Donc, on voit qu'environ 95% des jeunes contrevenants associés aux gangs de rue ont déjà vécu un traumatisme, mais il y en a 39% qui remplissent les critères diagnostiques pour un trouble de stress post-traumatique. Donc, c'est loin d'être tout le monde qui développe le trouble de stress post-traumatique, mais si on regarde ce taux-là de trouble de stress post-traumatique qui est de 39% chez les jeunes associés aux gangs et de 21% en fait chez les jeunes non associés aux gangs, c'est quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on retrouve en population générale. On n'a jamais 21% des jeunes adolescents qui
qui présentent au moment où on les rencontre des symptômes du trouble de stress post-traumatique, c'est-à-dire des pensées envahissantes, de la difficulté à s'endormir, faire des sursauts, puis pas faire confiance, aussi des altérations de la pensée, de l'humeur, etc. Donc, c'est très élevé quand même, puis c'est même inquiétant. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent les jeunes de ces événements qu'on peut qualifier de traumatiques? En fait, comme je vous ai parlé de nos amis là, qui couraient dans le métro, de ceux qui provoquaient des accidents, on avait aussi un jeune qui nous disait, moi, je savais que ça pouvait, toute cette prise de risque pouvait m'amener à des conséquences graves, telles que me faire prendre par la police, ou etc., mais je me disais que moi, ça ne m'arriverait pas. Donc, les jeunes, on s'aperçoit qu'ils sont dans... Ça, c'est normal à l'adolescence, hein, d'avoir un certain sentiment de toute puissance, puis penser que nous, ça ne peut pas nous arriver. Tout ça, c'est normal à l'adolescence, mais c'est comme si chez cette population de jeunes qui ont des conduites délinquantes, c'était exacerbé. Puis ce qu'ils font comme prise de risque, ça a des conséquences beaucoup plus graves. C'est beaucoup plus grave que de courir dans le métro d'une station à l'autre que d'arriver une demi-heure en retard après le couvre-feu parce que j'ai fait exprès d'aller rester plus longtemps chez mon ami que prévu. Tu sais? C'est beaucoup plus grave à ce niveau-là. On peut passer à la suivante. J'essaie de faire vite parce que je ne veux pas qu'on dépasse notre temps. Donc, aussi, ce dont on s'est aperçu, c'est que les jeunes, ils faisaient des erreurs de jugement. Des fois, il manque un peu d'introspection par rapport à la prise de risque. Ça, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est quand Puis les adolescents, on s'aperçoit aussi que quand ils sont plusieurs adolescents, ils ont tendance à prendre plus de risques. C'est comme si là, il y avait une moins bonne perception, hein, puis ils faisaient plus d'erreurs de jugement. Puis ça, encore une fois, c'est un phénomène normal à l'adolescence. Mais quand on a des moyens tels que ceux des jeunes contrevenants, encore une fois, la perception des risques altérés a de beaucoup plus graves conséquences. Cependant, les jeunes, quand on les questionne, puis on leur demande « Est-ce que tu as eu peur? Trouvais-tu ça risqué? » etc., ils sont comme entre les deux. Ils nous disent, pour la plupart, ils disent, il y a quelqu'un qui dit, Alexandre, il dit c'était traumatisant, mais c'était drôle en même temps parce que moi et mes chums, on a trouvé ça drôle. L'accident d'auto, c'est une des affaires que j'ai eu le plus peur dans ma vie. C'est sérieusement l'affaire que j'ai eu le plus peur dans ma vie. J'étais sûre de mourir. Donc, Alexandre nous dit que c'est drôle, mais en même temps, il dit qu'il a eu peur de mourir. Ou on a plusieurs qui nous disent j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, tellement qu'on voit bien que la peur est omniprésente. Mais le problème, c'est qu'il continue. C'est que, puis là, on peut se poser la question, pourquoi continue-t-il? Puis d'où notre intérêt à inclure le trauma complexe, hein, puis à voir dans quoi ça s'inscrit dans leur processus, dans leur développement. Donc, comment on fait maintenant pour considérer les traumas chez ces jeunes? Donc, on pense que les interventions de réadaptation et de réinsertion sociale devraient intégrer la prise en compte de la détresse psychologique et pas seulement reposer sur l'acquisition de compétences sociales adéquates, même si c'est primordial l'acquisition de compétences sociales adéquates. Mais quand, de façon développementale, on apprend à prendre des risques, on apprend à être dans une situation où les traumas se répètent, il faut qu'on s'occupe aussi de la détresse psychologique des jeunes en même temps. Donc, on doit considérer les impacts après l'exposition aussi à des événements traumatiques. Quand ils arrivent dans les services, on se dit qu'ils ont vécu énormément de traumas tout au cours de leur vie, mais quel impact ça a? Donc, on peut passer à la suivante. Donc, explorer comment les trajectoires dès l'enfance peuvent influencer la survenue d'événements potentiellement traumatisants chez les jeunes délinquants. Donc, une sorte d'accumulation d'adversité dès l'enfance. Et puis, dans quel contexte les jeunes s'exposent à des événements potentiellement traumatiques quand ils s'associent à des gangs de rue? Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est délibéré, forcé, imprévisible? Est-ce que c'est juste parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas d'autres options dans la vie? Je dis bien ils trouvent. Hein? Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas. Je dis que de leur point de vue, ils ne voient pas. Donc, l'interprétation des jeunes des événements peut changer. Des fois aussi, c'est les événements qui sont vraiment différents. Donc, ce qui nous guide beaucoup, notre équipe présentement, là, dont fait partie Anne-Marie, c'est
c'est un modèle théorique ici de Patricia Kerig, où ça intègre justement les événements traumatiques dans l'enfance, mais aussi les symptômes post-traumatiques. Et on voit jusqu'à quel point ça agit sur les processus développementaux des individus. Puis que ça, les processus développementaux altérés au niveau de la biologie, des processus émotionnels, cognitifs, puis même interpersonnels dans les relations, ça peut mener à des conduites délinquantes qui, en elles-mêmes, viennent altérer les processus développementaux encore. Donc là, Anne-Marie va prendre la parole, puis je vais vous revenir à la fin. Merci. Donc, je vais vous présenter rapidement les résultats de mon mémoire. Dans le fond, on s'est intéressé à la victimisation en contexte de délinquance, les traits psychopathiques, puis les symptômes de santé mentale chez les jeunes contrevenants. La psychopathie, généralement, on considère ça comme un trouble de la personnalité, même si ce n'est pas un trouble qui est reconnu dans le DSM. Donc, chaque individu peut se retrouver là, à différentes places sur un continuum là, de la personnalité psychopathique. On considère généralement 4 dimensions à la personnalité psychopathique. Donc, on a la dimension affective. Donc là, on fait référence à des traits d'insensibilité émotionnelle, à de la froideur, un manque d'empathie, un manque de culpabilité ou de remords. On a la dimension interpersonnelle aussi qui fait plus référence à du narcissisme, charme superficiel, puis la tendance à utiliser la manipulation. On a la dimension style de vie, donc qui est plus marquée par l'instabilité, l'impulsivité, puis l'irresponsabilité. Puis finalement, la dimension des comportements antisociaux, donc là, on réfère vraiment à la délinquance, puis au non-respect des normes de la société. Donc, généralement, c'est quand on pense à la personnalité psychopathique, on pense à des gens surtout insensibles, qui ont peu d'émotions. Donc, on s'imagine peu qu'ils ont des troubles de santé mentale ou qui sont peu affectés finalement par les événements difficiles qu'ils peuvent vivre. Par contre, ce que la littérature nous montre, c'est qu'on a 2 types de psychopathie. Donc, on a la psychopathie primaire, donc qui serait causée principalement par des prédispositions biologiques. Donc, c'est là qui est plus la représentation populaire de ce qu'on a de la personnalité psychopathique, là, des individus stables en contrôle d'eux-mêmes, donc avec peu d'émotions. Par contre, on a aussi un type de psychopathie qui est secondaire. Donc, ça, ce serait plutôt un produit des mauvais traitements subis à l'enfance. Ce seraient des individus qui seraient plus instables et vulnérables à la détresse psychologique. Donc, c'est tous ces individus qui présentent des forts traits psychopathiques sur les 4 dimensions que je viens de présenter. Par contre, ça a des origines différentes. Ça a aussi des associations différentes avec les troubles de santé mentale. Donc, la psychopathie secondaire serait plus associée à la détresse psychologique, et associée, par exemple, à des difficultés de régulation des émotions, des comportements suicidaires, des consommations de substances, entre autres, là, chez les jeunes contrevenants. Donc, j'arrive finalement à l'objectif là, que j'ai poursuivi dans le cadre de mon mémoire, c'est intéresser à savoir, bon, c'est quoi les associations entre la victimisation subie en contexte de délinquance puis les symptômes de troubles de santé mentale. Puis après ça, on s'est intéressé à savoir, est-ce que cette association-là est différente selon les traits psychopathiques présentés par les jeunes contrevenants? Donc, est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins affectés par la victimisation en contexte de délinquance? Donc, ce qu'on a regardé au niveau de la victimisation, c'est ces 4 items-là. Donc, avoir déjà vu quelqu'un être poignardé, avoir vu quelqu'un mourir, avoir été poignardé, bien avoir été blessé lors d'un délit. Donc, on a fait la somme là, entre 0 et 4 là, du nombre d'items que les jeunes contrevenants rapportaient avoir vécu. Donc, on a un score entre 0 et 4. Les symptômes évalués, on a évalué la consommation d'alcool et de drogue, la colère, irritabilité, la dépression, anxiété, puis les idéations suicidaires. Puis finalement, les traits psychopathiques, on revient aux 4 dimensions qui ont été présentées ici, là, affectives, interpersonnelles, style de vie, puis les comportements antisociaux. Donc, rapidement, les résultats, là, on a vu que les traits psychopathiques étaient associés à la victimisation en contexte de délinquance. Donc, plus que les jeunes présentaient des forts traits psychopathiques, plus ils rapportaient aussi de victimisation en contexte de délinquance. Ensuite de ça, un peu le même constat pour ce qui est de l'association entre la victimisation en contexte de délinquance et les symptômes de troubles de santé mentale. Donc, plus les jeunes contrevenants rapportaient de victimisation dans le contexte de leur délinquance, mais plus ils rapportaient de consommation d'alcool, de drogue, plus de symptômes de colère, irritabilité, plus de symptômes de dépression, anxiété, puis d'idéation suicidaire aussi. Après ça, ce qu'on est allé voir, c'est que cette association-là entre la victimisation et les symptômes, elle est différente selon les traits psychopathiques que les jeunes rapportent. Puis, on a trouvé que oui, certains jeunes sont plus affectés que d'autres, donc principalement ceux qui ont une dimension affective élevée et la dimension style de vie élevée seraient plus affectés
par la victimisation en contexte de délinquance au niveau des symptômes intériorisés, donc de la dépression, anxiété, puis des idéations suicidaires. Donc, plus concrètement, je vous présente ici des graphiques. Donc, vous voyez que la ligne en rouge, c'est les jeunes contrevenants qui ont une dimension affective plus élevée. Puis en bleu, c'est moyen, puis en gris faible. Donc, la ligne rouge est plus prononcée. Donc, ça veut dire que les jeunes qui ont des forts traits affectifs au niveau de la psychopathie, mais sont plus affectés par la victimisation au niveau de la dépression, anxiété. Puis, c'est la même chose au niveau des idéations suicidaires. Donc, la ligne rouge est ici encore plus prononcée. Donc, ça, c'est au départ, c'est des résultats qui nous ont surpris parce que, comme je vous disais, ce n'est pas nécessairement la vision qu'on a généralement de la personnalité psychopathique. On ne s'imagine pas que c'est des individus qui sont vulnérables à la détresse psychologique. Par contre, ici, on se rend compte qu'on est plus près de la psychopathie secondaire. Donc, ça nous fait demander est-ce que, dans le fond, les traits psychopathiques que ces jeunes présentent là, ce n'est pas plutôt des manifestations des traumas qu'ils ont vécus à l'enfance? Est-ce que ces jeunes-là, les traumas qu'ils ont vécus les ont tellement affectés, les a un peu envahis. Donc, ils n'ont pas eu le choix vraiment de se fermer de leurs émotions. Puis ça, cette fermeture-là face à leurs émotions, ben, elle aurait engendré finalement les traits psychopathiques qu'on remarque ici au niveau de la dimension affective. Pour rappel, la dimension affective, c'est de l'insensibilité émotionnelle, la froideur, le manque d'empathie. Donc, c'est tous des symptômes aussi qu'on peut apparenter aux troubles de stress post-traumatique, par exemple au niveau de la dissociation, au niveau du sentiment de détachement envers les autres, l'incapacité à ressentir des émotions positives, le manque de confiance envers les gens. Mais on peut faire des parallèles entre cette dimension affective-là de la psychopathie puis les troubles de stress post-traumatique. Donc, ça nous amène à se questionner qu'est-ce qui appartient finalement au traumatisme vécu, puis vraiment qu'est-ce qui appartient finalement à la personnalité psychopathique. On a un peu les mêmes résultats au niveau de la dimension style de vie, donc au niveau plus de l'instabilité, de l'irresponsabilité, de l'impulsivité. Donc, les jeunes qui ont une dimension style de vie plus élevée, donc qui sont plus impulsifs, par exemple, sont aussi plus affectés par la victimisation en contexte de délinquance sur les symptômes de dépression, anxiété, puis les idéations suicidaires également. Donc, c'est un peu le même constat qu'avec la dimension affective. Donc, je passe un peu vite là, parce qu'on est restreint dans le temps, mais j'arrive à la discussion. Donc, en fond, les résultats, là, ce que ça a montré, c'est que oui, la victimisation qui est subie dans le contexte de la délinquance est associée à des symptômes de troubles de santé mentale, puis particulièrement des jeunes qui sont plus affectés, par exemple les jeunes avec les traits psychopathiques élevés au niveau affectif puis au niveau du style de vie, principalement sur les symptômes intériorisés, donc au niveau de la dépression, anxiété, puis les idéations suicidaires. Donc, ça nous amène à se questionner. Bon, probablement qu'il y a des jeunes que la psychopathie primaire, c'est présent. C'est probablement une infime partie, par contre, parce que les résultats ici nous montrent que c'est des jeunes qui montrent la détresse psychologique. Donc, ça s'apparente plus à la psychopathie secondaire. Donc, ces jeunes-là ont vécu des traumatismes. Donc, ça nous amène aussi donc, à se questionner sur les interventions à privilégier avec eux, puis à comment finalement traiter ces jeunes-là qui sont d'apparence froids, qui manquent d'insensibilité, mais qui finalement présentent de la détresse psychologique également. OK. Donc, suite à ça, suite à ce qu'on vous a présenté, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'est forcé pour donner des petites pistes de solutions, mais c'est surtout ouvert à la discussion, hein, évidemment, ces pistes. Je pense que de dépister la santé mentale chez les jeunes contrevenants, c'est le premier pas. Depuis quelques années, ça se fait de plus en plus. J'en suis très heureuse. Là. Ça fait des années que je travaillais pour ça. Puis je sais qu'il y a plusieurs établissements maintenant qui utilisent le MAISY-2, qui est un outil de dépistage des troubles de santé mentale fait pour les jeunes contrevenants, justement, avec des cut-offs qui les comparent avec des jeunes similaires à eux. Puis, ça permet aussi de voir si des jeunes ont vécu des situations potentiellement traumatiques. Néanmoins, ce qu'on ne veut pas savoir c'est quoi. Hein, la situation potentiellement traumatique. Donc, ça, c'est tout un autre débat là, qu'on peut avoir. Là. Puis aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de temps. En fait, c'est un autre élément à prendre en compte, mais on ne veut pas réactiver les traumas. On veut juste savoir s'ils sont vulnérables par rapport à ça, s'ils ont vécu des choses difficiles au cours de leur vie. Ça vient aussi avec le fait que, bien,
c'est le fun si ça se parle, la LPJ puis la LSJPA, parce qu'on peut savoir si ces jeunes-là ont vécu de la maltraitance dans l'enfance. Ça nous permet aussi d'avoir un regard différent chez les jeunes. Donc, le dépistage, ça serait préalable à l'évaluation. Donc, on n'est pas obligé d'évaluer tout le monde pour les troubles de santé mentale, mais bien de les dépister et d'évaluer les personnes qui semblent plus propices d'avoir des troubles de santé mentale. Évidemment, tout ça pose la question des moyens dans les milieux pour évaluer les troubles, mais aussi pour intervenir quand on les déteste. Donc, l'autre piste de solution, c'est de prendre en compte les traumas dans l'intervention, dans le sens de prendre en compte les caractéristiques des jeunes contrevenants, prendre en compte qui ils sont, eux, en tant qu'individus, en tant que personnes. Donc, ça pourrait augmenter l'efficacité des interventions, puis diminuer le risque de récidive. Donc, c'est passé, en fait, d'une position où, au lieu qu'on se dise « qu'est-ce qui ne va pas avec Jonathan », de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jonathan jusqu'à présent et comment je peux mieux l'aider. Donc, de prendre en compte finalement l'ensemble de sa vie, de son parcours, des traumas répétés qu'il a pu avoir subis pour comprendre qu'est-ce qui se passe et surtout comment on peut l'aider spécifiquement, lui ou elle ou elle. Évidemment, plusieurs défis là, qui sont liés au contexte d'intervention auprès des jeunes. C'est une clientèle difficile. C'est des jeunes qui sont connus des services. Des fois, on ne le sait pas. Il y a beaucoup de roulement de personnel. Ces jeunes-là aussi déménagent souvent. Des fois, on a de la difficulté à les retracer. C'est compliqué. Mais une chose est certaine, c'est que de favoriser des relations de confiance à la fois avec eux et avec leur milieu, ça va nous aider, nous, puis aussi les amener, eux, à être capables d'avoir des relations de confiance avec nous, donc avec des adultes significatifs, parce que rappelons-nous que s'ils ont vécu des traumas complexes, c'est une figure de soin qui ne les a pas protégés. Donc, évidemment que d'être dans une relation de confiance pour eux, ça va être difficile. Donc on a à travailler fort pour ça. On peut changer, Anne-Marie? Donc, là, ici, je nous fais de la publicité. Okay? En fait, on débute présentement un nouveau projet de recherche, justement, où on s'intéresse tout à fait à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, c'est des réflexions qu'on a depuis longtemps. Donc, on s'intéresse à la fois aux événements traumatiques auxquels les jeunes contrevenants sont exposés à l'enfance, à l'adolescence et aussi dans le contexte de la délinquance. On s'intéresse aux symptômes post-traumatiques, mais aussi ce qu'on va voir, on va laisser passer le temps et on va voir à quel point il y a de la récidive criminelle en fonction des traumas qu'on a pu voir chez ces jeunes. Donc, les objectifs, c'est de mettre à l'épreuve le modèle théorique là, que je vous ai présenté plus tôt en incluant des événements spécifiques au contexte délinquant puis à la récidive criminelle. On est une belle équipe de chercheuses dans ce projet là, qui viennent de l'Université de Sherbrooke et de l'UQO. Puis, on explore les perceptions des jeunes contrevenants quant aux événements marquants aussi vécus dans leur parcours de délinquance et quant à leur influence sur les conduites délinquantes. Donc, on fait aussi du qualitatif, des entrevues qualitatives. Les premières entrevues qu'on a faites sont très intéressantes pour voir, eux, qu'est-ce que ces jeunes-là nous disent de leur parcours qui a été marquant. Et chaque fois, on est surpris jusqu'à quel point les traumas dont ils nous parlent et de toute leur compréhension de ce qui se passe pour eux est souvent pas su, je crois. Puis que ça marque beaucoup la façon dont ils ou elles agissent. Donc, on est en période de recrutement de participants-participantes. C'est justement Anne-Marie, la coordonnatrice du projet. On est déjà dans plusieurs régions qu'on a l'entente de convenance, etc. Il y a des régions là, qu'on veut que ça débloque. Donc, si vous vous sentez interpellé, s'il y a des gens aujourd'hui qui sont interpellés, Anne-Marie, tu peux passer à la prochaine diapo. Vous avez nos coordonnées. Et quand on va aussi fournir là, la présentation là, pour que vous puissiez l'avoir, vous aurez nos coordonnées. Et n'hésitez pas à écrire à Anne-Marie qui coordonne le projet.